place. Ok, ça va, c'est parfait. Très bien. Donc, est-ce que vous vous souvenez jusqu'où on avait été la dernière fois? Non. Ok. Donc, un indice, on a été jusqu'à la page 96. J'ai pas le bouquin. Oui, c'est les deux vérités selon les Chittamatra après Oui, 97. Oui. exactement. On était sur le point d'entrée sur ce chapitre-là. Ouais, très bien. Oui. Et donc, on avait, juste pour essayer de reparler un petit peu de ce qu'on avait vu dernièrement, est-ce que vous vous souvenez des deux vérités d'après les Vaibhashika? Est-ce que vous vous souvenez de ça, par exemple? D'après les Vaibhashika, Ouais. les vérités ultimes, c'est les atomes, enfin les particules insécables et les moments de conscience infinitésimaux. Oui. Mhm. Et les vérités conventionnelles, c'est les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent. Voilà. Et qui peuvent être mis en morceaux, toujours. Exactement. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, en effet, pour reprendre les deux vérités pour les Vaibhashika, juste pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. En effet, tout ce qui résiste à l'analyse, euh, tout ce qui a une existence substantielle, tout ce qui résiste à l'analyse, tout ce qui a une existence pure et dure, c'est une vérité ultime pour les Vaibhashika, en effet. Donc, il y a en effet les particules insécables, il y a les moments infinitésimaux, et il y a aussi les phénomènes incomposés. Ouais, donc, les Vaibhashika, ils parlent en particulier de trois phénomènes incomposés, l'espace, les cessations analytiques et non analytiques. Voilà. Ouais. Très bien. Et les vérités conventionnelles, ils vont plutôt les appeler vérités relatives, mais c'est similaire. Pourquoi relative? Parce que c'est un composite, c'est des composites de ces vérités ultimes, justement. Ouais. Donc, c'est ce qui peut être scindé, en effet. Par exemple, une personne n'est qu'une vérité relative parce qu'elle peut être divisée dans ses agrégats, etc., etc. Donc, ça, c'était la stratégie des Vaibhashika. Ouais. Oui. Ça parle à tout le monde? Oui. Ok, super. Et il y a ensuite les Sautrantika. Vous vous souvenez les deux vérités pour les Sautrantika? Alors, vérité ultime, ceux qui exercent une fonction, et vérité Oui. conventionnelle, le reste. Voilà, Ben oui. exactement. Très bien. Ok. Donc ceux qui exercent une fonction, en effet. Donc si on parle des Sautrantika qui suivent le raisonnement en particulier, en effet. Donc si on parle des Sautrantika qui suivent les Écritures, ils vont être assez similaires aux Vaibhashika. C'est presque comme les Vaibhashika, oui. Ouais, exactement. Et en effet, les Sautrantika qui suivent le raisonnement vont dire qu'une vérité ultime, c'est ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Ouais, donc c'est tout ce qui est impermanent. Si Ouais. on l'interprète à la façon Galopa, c'est tout ce qui est impermanent. Et en effet, le reste, c'est les phénomènes permanents. Parmi les existants, les phénomènes permanents sont des vérités conventionnelles. Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ouais, ça va? Oui. Ok, très bien. Et donc, si on reparle un petit peu des définitions de ces deux écoles, on dira que les Vaibhashika acceptent les phénomènes extérieurs qui existent véritablement, mais n'acceptent pas l'autocognition. Oui. Ouais. Ouais. Les Sautrantika, eux, acceptent les deux. Ils acceptent que les phénomènes existent à l'extérieur, existent véritablement, et acceptent l'autocognition. Ouais. Ouais. Ça, on avait parlé des différents types de perceptions ensemble. On avait vu les 4 types de perceptions qui sont acceptés chez les Sautrantika. On avait vu les perceptions directes, sensorielles, mentales, yogiques et autocognitives. Ouais. C'est là où on s'était arrêté. Et là, Geshe Dreyfus commence à parler des Chittamatras à la page 96. Je ne suis pas sûr qu'on ait lu tout le passage qui se trouve en bas de la page 96, donc on peut voir ça ensemble si vous voulez. Très bien. Donc il dit, lorsqu'il y a perception, la conscience prend donc deux formes qui se subissent l'une l'autre. Ça veut dire que il parle des graines. Ce sont les graines qui germent dans la conscience, et donc on a le sujet et l'objet qui apparaissent en même temps. Donc ils se subissent l'un l'autre. Il dit, je vois ce verre et ma conscience est produite comme ayant l'aspect du verre. Également, ma conscience se perçoit elle-même, puisque les petits amateurs acceptent l'autocognition. La cause de la perception du verre n'est pas le verre qui existe là à l'extérieur, mais des tendances qui sont en moi, qui se réveillent et qui font que je perçois le verre. Donc ces tendances, vasana en sanskrit, et bakchak en tibétain. Donc c'est pas bakcha, c'est bakchak. B-A-K-C-H-A-K. C'est plutôt comme ça qu'on dit, bakchak. Très bien. Se réveille, et lorsqu'elles se réveillent, elles produisent en moi la perception.
mais ce n'est pas l'objet de la perception qui est la cause de la perception. L'objet ne cause pas la perception. Un autre raisonnement, c'est l'investigation de l'objet extérieur en montrant que l'objet extérieur ne peut pas servir de support à la perception. Ce sont les deux raisonnements dont nous parlerons. Donc en effet, nous on a vu chez les Sautrantika et même chez les Vaibhashika, il y a quelque chose de mécanique. Ça veut dire que c'est un objet à l'extérieur qui est la cause de la perception. Ouais. Et donc, forcément, si l'objet est la cause, il doit préexister à la conscience, s'il est l'une des causes de cette conscience. Ouais, vous avez une tasse, cette tasse ici, elle envoie quelque chose à la conscience, et donc elle produit un aspect à la conscience, pour les Sautrantika en particulier, et donc elle est la cause, l'une des conditions de cette conscience. Ouais. Oui. Donc, si la conscience visuelle n'apparaît pas, la conscience visuelle de la tasse n'apparaît pas. Donc, il faut qu'il y ait cette tasse pour qu'il y ait une conscience visuelle de cette tasse. Donc, cette tasse est l'une des causes de cette conscience. Oui. Mais chez les Chittamatrins, ça ne fonctionne pas pareil du tout. Chez les Chittamatrins, ce n'est pas la tasse qui cause la conscience de la tasse. C'est une graine qui germe. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, c'est une graine qui germe et qui engendre ces deux aspects, l'aspect appréhendant et l'aspect appréhendé, ou le sujet et l'objet. Et donc, ça veut dire que l'objet ne peut pas être la cause de la conscience. Il apparaît en même temps que la conscience. Donc ça pose question. Ça pose question. Et on avait vu qu'ils employaient surtout l'exemple du rêve pour expliquer ça. Si on rêve de notre tasse pendant la nuit, bon, c'est pas un rêve extrêmement... Non, il y a mieux. C'est pas très érotique. c'est pas très rock'n'roll. Si on rêve de notre tasse, la forme de la tasse ou l'apparence de la tasse et la conscience qui rêve de cette apparence existent en même temps. Oui. Oui. Ouais. Donc l'une ne veut pas être la cause de l'autre. Non. Voilà, exactement. Très bien. Ok, donc c'est intéressant chez les Chittamatrins, et c'est pourquoi elle parle de l'esprit seul. Et là, ici, Geshe Dreyfus parle de deux raisonnements. L'objet ne cause pas la perception. Un autre raisonnement, c'est l'investigation de l'objet extérieur en montrant que l'objet extérieur ne peut pas servir de support à la perception. Dans le sens où, en fait, s'ils analysent, en fait, si on prend les textes de Acharya Vasubandhu, etc., ils essayent d'analyser ce qu'est un phénomène matériel. Et donc, ils prennent le postulat des Vaibhashika, des Sautrantika, des particules indivisibles. Et donc, ils disent, mais si vous avez une particule indivisible, on va dire que cette particule indivisible, en termes de mesure, elle représente 0, puisqu'elle n'a pas de dimension spatiale. Et donc, elle représente 0 en termes de dimension spatiale. Et donc, si vous assemblez 0 plus 0 plus 0, vous avez Ça fait 0. la tête à Toto. Exactement, vous avez 0. Et donc, c'est pourquoi les Chittamatrins disent, imaginons que cette tasse soit faite de particules indivisibles. Si vous avez une particule indivisible qui est, en termes de dimension spatiale, elle représente 0, comment est-ce que vous pourriez avoir un assemblage grossier de tasses, puisque 0 plus 0 plus 0, vous devriez avoir une seule et unique particule. Si vous en assemblez des milliards et des milliards, au final, vous avez toujours une seule particule. Vous ne pouvez pas avoir une tasse. Donc c'est pour ça les Chittamatrins disent, puisque ça cloche, il n'y a pas d'objet à l'extérieur de la conscience. Il n'y a pas d'objet matériel, etc. etc. Ouais. Super, très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Yes. Parfait, excellent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, ouais. Très bien, ok. Et donc là, on va entrer justement dans les deux vérités selon les Yogacara. Donc c'est un synonyme de Chittamatra. Yogacara, Vijnanavada, etc., etc. Vijnaptimatra aussi, donc on va le voir ici. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la tradition Gelupa définit le Yogacara comme étant l'école mahayaniste pour qui l'absence de dualité entre le sujet percevant et l'objet perçu constitue le non-soi des choses. Ouais. Voilà, est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité entre sujet et objet, et que donc le non-soi à la fois de l'objet et du sujet est défini par ça, quoi. Oui, exactement. Donc ça veut dire que justement, ils disent qu'il n'y a pas de tasse qui soit là à l'extérieur, qui préexiste à notre conscience, Non. qui serait la cause de notre conscience. Et donc cette tasse apparaît en même temps que la conscience. Et donc
c'est-à-dire qu'elle est d'une même entité avec la conscience. Mais il y a la conscience. Il y a la conscience. Il y a la conscience, et donc cette conscience qui est le sujet et n'existe pas non plus en dehors de cette tasse. Ça veut dire que on ne peut pas avoir de conscience visuelle sans un objet visuel, et on ne peut pas avoir un objet visuel sans conscience visuelle. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils disent bah c'est d'une même entité. Si l'un disparaît, l'autre doit disparaître. Ouais. Ok. Et donc d'ailleurs la définition du Chittamatra, d'un tenant Chittamatra, vous vous souvenez ou pas quand on a étudié les écoles? Ah, alors ça, non, je ne me rappelle pas. Donc d'après le texte de Lamajitsumba, c'est donc un Chittamatra, c'est un tenant mahayaniste qui n'accepte pas les objets extérieurs, mais qui accepte l'autocognition comme existant de manière véritable. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc là, on va voir progressivement justement ce que ça veut dire tout ça. Il y a des développements dans ce chapitre qui sont assez intéressants. On va voir tout ça. Ok. Donc c'est une école mahayaniste, en effet. Mahayaniste, pourquoi? Parce que ils acceptent le non-soi des phénomènes. Ouais. Ouais. Très bien. Ok. C'est ce qui les distingue des écoles du véhicule fondamental. Ok. C'est une école mahayaniste pour qui la conscience existe réellement. C'est ça que dit Lama Jetsunpa dans cette définition, qui accepte l'autocognition comme existant de manière véritable. C'est ça, c'est la même chose. L'autocognition, la conscience, ou la conscience base de tout, pour ceux qui l'acceptent, a une existence véritable. Ok, donc on va voir justement ce que ça veut dire par la suite. Mais pour qui le monde extérieur n'existe pas. Ouais. Donc là, on pourrait débattre parce que justement, vous vous souvenez, la dernière fois, on en avait parlé un petit peu. On avait vu qu'il y avait l'un des textes de Acharya Dharmakirti pour prouver le continuum des autres êtres. Ça veut dire que les êtres existent à l'extérieur d'une personne ou d'une conscience, on peut dire d'un certain point de vue. C'est-à-dire que si on dit qu'il n'y a pas de monde extérieur à ma conscience, ça veut dire que je pourrais très bien imaginer que je suis en train de rêver que vous êtes là, mais qu'en réalité, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas de continuum extérieur au mien. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi vouloir obtenir l'éveil? Pourquoi être mahayaniste du point de vue de la pratique? Pourquoi est-ce qu'on veut obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres? Parce qu'il n'y aurait pas d'être à l'extérieur de moi. Il suffirait que j'obtienne l'éveil pour moi-même et ça suffirait. Donc, c'est pourquoi il faut quand même dire qu'il y a un monde extérieur d'un certain point de vue, il y a le continuum des autres êtres, qui n'est pas la même chose que mon continuum à moi. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Par contre, l'apparence des autres êtres, leur corps, leur forme, etc., en effet, cette apparence-là n'existe pas à l'extérieur de la conscience. Ouais? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, on va l'approfondir. Très bien. On appelle aussi cette école Chittamatra, donc ça veut dire esprit seul, ou Vijnanavada, il manque un NA, c'est Vijnanavada, c'est pas très grave. Chittamatra veut dire esprit seulement. Pour cette école, tous les phénomènes existent comme ayant la nature de l'esprit. Donc ça ne veut pas dire que, en effet, que les phénomènes soient de l'esprit. Non, non, c'est la nature. Ils sont de la nature de l'esprit, exactement. Ils sont d'une même entité avec l'esprit. Cela ne veut pas dire qu'ils sont esprits, en effet, comme il le dit, mais qu'ils se produisent comme ayant la nature de l'esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on avait vu que quand on étudiait les généralités, les instances, on avait vu par exemple que cette tasse est de la nature d'une chose. Ouais. Elle est une même entité avec la généralité chose. Oui. Donc ça veut dire que cette tasse doit être une chose. Ouais. Et si on dit maintenant chez les Chittamatra que cette tasse est de la nature de l'esprit, de l'entité de l'esprit, est-ce que ça veut dire que cette tasse doit être de l'esprit? Non, ça veut dire que si l'esprit disparaît, la tasse disparaît. Voilà, exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même des distinctions sémantiques. C'est-à-dire que d'un contexte à l'autre, quand on dit une même entité, une même nature ou une même essence, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose à chaque fois.
Ouais. C'est-à-dire que quand on dit que un être humain est de la nature d'un existant, il faut en effet que cet être humain soit un existant. Ouais. Sans nécessairement. Une instance, dès l'instant où elle est de la nature d'une généralité, elle participe d'une même essence avec une généralité, avec l'une de ces généralités, elle doit être ce qu'est cette généralité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tasse est une instance de chose, donc elle a la nature de chose, elle est d'une même entité avec chose, donc elle doit être une chose, etc., etc. Mais là, quand on dit que un phénomène est de la nature de l'esprit, en effet, ça ne veut pas dire que ce phénomène soit de l'esprit, mais ça veut dire en effet que si l'esprit disparaît, ce phénomène disparaît. Ouais? Ouais. Ok, génial. Donc ça, c'est très important parce que les Chittamatrins ne sont pas prêts à dire que une forme soit égale à la conscience. Forme est... Ouais. Une tasse, c'est une forme, et la conscience, c'est de la conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Donc ils seront d'accord pour dire que forme et conscience sont contradictoires. Et même si l'un cesse d'exister, l'autre devrait cesser d'exister. C'est ça que ça veut dire quand on dit une même entité avec la conscience. Ouais. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. Excellent. J'ai peur des fois, hein, quand on va dans des discussions comme ça, j'ai peur quand je vois pas les réactions des gens, j'ai peur que les gens soient partis. Ok, très bien. Très bien. Donc, non pas que tout soit conscience, on ne peut pas dire que le verre est conscience, que la tasse soit de la conscience, mais on peut dire que le verre a la même nature que la conscience. Cela veut dire que lorsque je vois le verre, il y a la vision du verre sans qu'il y ait un verre extérieur à la conscience. Le Yogacara veut dire ceux qui pratiquent le yoga. Donc, on ne les appelle pas le yoga, comme vous voyez dans certains cercles spirituels, etc., le hatha yoga, etc. Dans ce cas-là, ici, yoga, ça veut dire l'union avec la réalité des choses. Ouais. Ouais. Ça va, Jordan? Je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, oui, c'était pour te rassurer, te dire que c'était OK. Je suis. Super. Excellent. Pour me rassurer. Très bien. Donc, en effet, les pratiquants du yoga, ça veut dire les pratiquants de l'union. L'union avec quoi? Avec la réalité des choses. Ouais, c'est pas quelqu'un qui fait des postures yogiques, etc. C'est dans ce contexte particulier ici qu'on dit yoga chara. Très bien. Et chara, ça veut dire quoi? Alors, chara, ça veut dire, la racine char, ça veut dire pratiquer. Donc, ici, ça va être le substantif quand on dit yoga chara, mais sinon, si on parle de l'individu lui-même, on dira yoga charin ou yoga chara, IN à la fin. Ouais. Par exemple, quand on dit pratiquer le dharma en sanskrit, on dira dharma charati, par exemple, quelqu'un qui pratique le dharma, charati. Ouais. Ok, très bien. Donc, on les appelle ainsi parce que le point de départ de réflexion des yogacharas est l'expérience méditative. Tout ce qu'ils affirment, en fait, c'est sur la base de l'expérience méditative de quelqu'un qui pratique l'union avec la vacuité, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'ils pratiquent le yoga, tous les bouddhistes pratiquent le yoga, et donc différents types de yoga. Mais parce qu'ils attachent une valeur exemplaire aux expériences méditatives, et donc surtout les expériences méditatives qui relèvent de la vacuité. Donc pour les Madhyamika, par contre, l'expérience méditative a une valeur moins exemplaire. Les situations que les Madhyamika affectionnent sont beaucoup plus des situations qui appartiennent au quotidien. Ok, donc ça on le verra par la suite, on verra ces distinctions entre les Madhyamika et les Chittamatrins. Donc quelle est la vue des Yogacharas? Pour eux, les objets extérieurs n'existent pas réellement. Vasubandhu et Asanga utilisent souvent l'exemple du rêve. Dans le rêve, il y a une appréhension non conceptuelle des objets et il n'y a pas d'objet. Ouais, donc on ne peut pas dire vraiment qu'on voit des objets. Si on a un objet onirique, est-ce que c'est un objet? C'est un aspect. Ouais. Donc si par exemple, pendant notre rêve, on est au milieu d'éléphants roses à pois bleus, est-ce que Non, c'est pas des objets, ce ne sont pas des existants, c'est ça. Exactement, tout à fait. Oui. Parce que objet égale existant, ouais. Ouais. Très bien.
objet d'une conscience, objet d'une cognition valide, etc. Tout ça, c'est similaire. C'est-à-dire que ce qui est perçu en rêve, la plupart du temps, bien sûr, la plupart du temps, le rêve est une hallucination. C'est une cognition fausse, non conceptuelle. C'est-à-dire que c'est une hallucination. La plupart du temps, on ne conceptualise pas, mais il peut y avoir des concepts pendant les rêves, mais la plupart du temps, on ne conceptualise pas. Si on voit un éléphant rose à pois bleu, ce n'est pas un objet, c'est juste une apparence fausse. Donc l'apparence existe, mais ce qu'elle montre n'existe pas. Ouais. Très bien. Excellent. Donc ils prennent cet exemple-là, Vasubandhu, Asanga, puisque eux-mêmes ils sont Chittamatra. Vasubandhu était appartenu à différentes écoles, mais finalement il a plutôt détenu la vue Chittamatri. Très bien. Et donc, dans le rêve, il y a une appréhension non conceptuelle des objets, et il n'y a pas d'objet. Donc, c'est une appréhension non conceptuelle d'apparence. Et ce sont pas des objets. Donc, la conscience non conceptuelle n'a pas besoin d'objet pour se produire. Dans ce cas-là, c'est juste une hallucination. Dans l'hallucination, il n'y a pas non plus d'objet extérieur. Oui, c'est comme le mirage. C'est comme l'eau du mirage. Exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. On a une apparence de mirage, parce que sinon, on ne pourrait pas se tromper en se disant, bah, tiens, il y a de l'eau là-bas, etc. Donc, il y a bien une apparence, mais ce que donne à voir cette apparence n'existe pas. Il n'y a pas de flaque d'eau là-bas, etc. En effet. C'est tout à fait pareil. Très bien. Et donc, il n'y a pas d'objet extérieur. Et donc, il continue, il dit, alors pourquoi faudrait-il plus un objet extérieur dans l'état normal que dans celui du rêve ou de l'hallucination? Exactement, c'est ce qu'ils disent. Les Chittamatrins disent l'hallucination, le rêve, etc. Il n'y a pas d'objet extérieur et pourtant il y a une apparence. Et donc, dans l'état normal, il y a des apparences aussi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait plus besoin d'objets extérieurs? C'est ça la question qui se pose. Très bien, donc dans le rêve, il y a des tendances en nous qui se réveillent et déclenchent des expériences. On s'imagine par exemple qu'il y a un éléphant dans la chambre, mais en fait, il n'y a pas d'éléphant du tout. Il n'y a que perception ou vision de l'éléphant. On pourrait dire qu'il n'y a que l'apparence. Il en va de même dans la réalité, il n'y a pas d'objet extérieur, il n'y a que vision de ces choses. C'est ce que veulent dire les Yogacarins lorsqu'ils disent que le monde extérieur n'existe pas. Oui. Il y a excuse-moi, là, dans mon bureau, là, il y a un éléphant. Hein, oui. Présentement. Très bien. OK. Et comment tu l'as appelé? Christophe, je l'ai appelé. Donc tu as un grand bureau ou un petit éléphant. Oui. Donc, imaginons qu'il y en ait un. Imaginons qu'il y ait un éléphant véritable dans ton bureau et un éléphant factice. Par exemple, un éléphant en porcelaine, etc. Qu'est-ce qui ferait la différence entre les deux, du point de vue de l'apparence? Si tu mets le pied dessus, c'est pas la même chose, quoi. Il y en a un qui, oui, il y en a un qui bouge. J'en ai un en porcelaine d'ailleurs dans le bureau. Oui. Et il y en a un qui bouge, il y en a un qui, voilà, qui. Sur la fonction, c'est-à-dire que oui, la fonction n'est pas la même, effectivement. Tu écrases le pied en rêve, tu as mal, mais quand tu te réveilles, tu as le pied carrément écrasé, si c'est un vrai. C'est ça. Et le pied écrasé, il persiste en plus, parce qu'il faut aller à l'hôpital. Oui, tout à fait. Mais imaginons que on soit toujours, on ait en effet le pied écrasé, etc. On est à l'hôpital, etc. Et là, la porte s'ouvre, on est dans la chambre d'hôpital, la porte s'ouvre et le Bouddha arrive en disant, mais tu es toujours en train de rêver. Oui, bien sûr, il peut le faire, oui. Non, ça marche pas. Ça marcherait pas. Pourquoi? Non, mais si, on peut douter quand même. Bon, à l'état de veille, tu n'es pas à l'état de sommeil quand même. Oui. Est-ce que c'est une histoire de sensation, la différence? En fait, on peut avoir des sensations très fortes pendant le rêve. Oui, mais ça s'arrête à un moment donné. Voilà. Alors que là, le pied écrasé, tu marches pas, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc ça veut dire que ce serait une question de durée. Non. Oui, mais enfin, ça c'est discutable aussi, la question de durée, parce que c'est discutable. Finalement, entre
considère la réalité et une sorte de surréalité au sens où les surréalistes l'entendaient, c'est difficile de faire exactement la frontière. Oui. Oui, parce qu'en effet, quand on se réveille, on n'a pas le pied écrasé, etc. Donc on peut se dire, en effet, j'ai rêvé. Mais on pourrait très bien, même au sein du rêve, on peut très bien rêver qu'on a le pied écrasé et 5 minutes On plus va à tard, l'hôpital. ouais. Parfois, on peut même rêver qu'on rêve. Oui. Tout à fait. Ouais. Et donc, au sein du rêve, quand on est en train de se dire, tiens, je viens juste de rêver, mais on est toujours dans le rêve, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose là, à l'état vigile, en fait? C'est ce que disent les Chittamatrins. Ils disent que, exactement comme on peut dormir, rêver, vivre sa vie pendant un rêve, euh, et que quand on sort du rêve, tout ça semblait tellement réel et tout, mais en fait, ça ne l'est plus. Et ils disent que là, c'est pareil, on est toujours en train de rêver et que quand on se réveillera de ce rêve, c'est quand le Bouddha nous dira, OK, tu es en train de rêver et on va s'éveiller grâce à la méditation sur la vacuité, etc. On sortira de ce rêve, on deviendra un éveillé. Mm. Donc en fait, en effet, ils disent que le samsara, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a une certaine stabilité. Il y a une certaine stabilité dans la conscience qui fait qu'on hallucine avec cette ignorance fondamentale qui nous fait croire aux apparences oniriques, etc. Et donc ça, c'est stable. C'est stable dans le sens où ça ne s'arrêtera qu'au moment de l'éveil. Alors que les autres expériences, extrêmement multiples, extrêmement variées, etc., sont instables parce que justement, elles sont comme des bulles dans l'eau, quoi. Mm. Ouais. Et donc, c'est juste ça la différence finalement. C'est juste un petit rêve qui dure très peu de temps ou le rêve du samsara qui dure très, très, très longtemps. Il y a juste cette différence de temporalité, de durée, mais en réalité, dans la nature même des choses, c'est très difficile de faire la distinction. Oui, ça nous rassure de dire ça. Oui. Mm. Là, Enfin, c'est bon, vrai. si tu veux aller boire l'eau du mirage, tu peux pas, quoi, je veux dire, à un moment. Oui, exactement. C'est vrai. Exactement. Mais imaginons qu'on soit dans un rêve et qu'on rêve d'un mirage et qu'on s'approche du mirage et qu'on ne puisse pas boire l'eau du mirage non plus. Oui, Qu'est-ce c'est qui fait vrai, la mais on peut différence? rêver qu'on boit de l'eau. Aussi. On peut rêver qu'on boit de l'eau et on peut être dans ce qu'on va nous dire à la réalité. Dans la réalité, on peut boire de l'eau, etc. Mais pour les Chittamatrins, ils vont dire que la seule différence, c'est que dans le rêve, ce sont des graines de rêve qui germent. Et dans la réalité, ce sont des graines qui germent toujours, mais c'est toujours une forme de rêve d'un certain point de vue. Mm. Mais alors, ils n'ont pas la cognition valide et tout ça, alors? Pourtant, ils l'ont aussi, ouais. Ils l'ont Alors, aussi, parce bon. que ils vont dire qu'en effet, toutes les apparences, toutes les consciences sensorielles sont nécessairement erronées. Ils vont dire un petit peu comme les Madhyamika d'un certain point de vue. Ils vont dire que les consciences sensorielles sont nécessairement erronées, mais elles peuvent être valides. C'est-à-dire que la tasse, si on a une tasse en face de soi ou un téléphone en face de soi, on va dire OK, ça c'est une tasse, ça c'est un téléphone. Du point de vue de l'apparence d'existence extérieure, ils nous apparaissent comme s'ils existaient à l'extérieur. De ce point de vue-là, il n'y a aucune différence, c'est erroné. C'est. Malgré tout, au sein de l'illusion, au sein de cette apparence d'existence extérieure, on peut avoir une cognition valide de ça comme étant une tasse et de ça comme étant un téléphone. Mm. Pour les Madhyamikas, ça va être assez similaire. Ils vont dire au sein de l'illusion, il y a la possibilité d'avoir des cognitions valides. Ouais. Mais c'est un peu difficile parce que comment est-ce que les Chittamatrins vont faire la différence? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce point des consciences extérieures. Ça veut dire que dans le rêve, si vous voyez quelqu'un à l'extérieur, que soit vous aidez, soit que vous blessez, etc., vous n'accumulez pas de karma. Alors que si vous sortez de ce rêve et que vous êtes dans l'état vigile, si vous aidez quelqu'un ou si vous nuisez à quelqu'un, vous allez accumuler du karma. Oui. Ouais. Ouais, donc dans ce cas-là, c'est là où on va faire la différence. Mais comment est-ce que nous, on le sait, qu'on est en train de rêver ou pas? Quelle est la différence? Le cerveau lui-même ne fait pas nécessairement la différence. Donc, les Chittamatrins, ils ne font pas la différence entre l'existant et le non-existant. Alors si, ils font bien cette différence puisque ils ont cet exposé des trois natures qu'on verra dans la suite du texte. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Il y a les natures imaginaires et Ouais. parmi les natures imaginaires, il y a les non-existants. Ouais.
Bah oui, mais alors La, comment il fait la différence? la preuve, ils disent que, par exemple, cette tasse n'a pas d'existence à l'extérieur de la conscience. Donc, ils acceptent cette non-existence extérieure de la tasse par rapport à la conscience. Ouais. Ouais. Mais par exemple, la corne de lapin. Alors, la corne de lapin, ils doivent pouvoir certifier que c'est un non-existant. Eh oui, mais comment ils font? Ça, c'est ils sont malins les mecs, parce que si tout est sur le même plan. Alors, ils prennent cet exemple du rêve, mais c'est pas pour autant qu'ils vont dire que tout est un rêve. Mais ils Mmh. prennent l'exemple du rêve pour dire que, en fait, quelle est la différence entre un rêve, un vrai rêve, et le rêve de la vie en général, etc. Il y a quand même une différence. C'est que, comme on l'a dit déjà, dans la vie en général, il y a des êtres autour de nous, etc. Alors que dans le rêve, pas du tout. Si on rêve de quelqu'un, c'est pas pour autant que cette personne sera là, etc. Mais dans la réalité, si on rêve, on a des graines qui germent, un petit peu comme dans le rêve, et on voit quelqu'un qui est là, et il y a bien quelqu'un qui est là. Ben, Mais comment on Ouais. fait nous, la différence? voilà, hein, comment ils font la différence? Là, vraiment, ouais. Parce qu'on peut accumuler du karma ou ne pas accumuler du karma sans le savoir. Notre conscience elle-même ne sait pas si elle accumule du karma ou pas. Par exemple, dans le rêve, on peut être persuadé de, je sais pas moi, d'avoir été à l'encontre de nos vœux ou au contraire d'avoir été en accord avec nos vœux, etc. Donc on se réjouit, etc. En fait, on n'a ni accumulé un mauvais karma, ni accumulé un bon karma pendant le rêve, même si on est persuadé d'en avoir accumulé. Et dans l'état vigile, on peut en accumuler sans même le savoir. Oui. Donc c'est pour ça, de ce point de vue-là, d'une manière objective, on dira oui, il y a une différence entre le rêve et la réalité, parce que dans la réalité, on accumule du karma de manière effective, alors que dans le rêve, non. Mais comment on le sait en temps voulu? On C'est ne un sait peu pas. confondant. Oui. C'est pour ça que c'est très difficile à réfuter, le Chitta-mantra. Mm. Parce que là, on peut très bien se dire, OK, on est dans un rêve collectif, on est en train de rêver, qu'on parle des deux vérités selon les 4 écoles, etc. Et quand on obtiendra l'éveil, on se réveillera de ce rêve. Oui. Mais au moment où on est en train de rêver, on est persuadé que c'est la réalité, on est persuadé que les objets ont une existence extérieure à notre conscience, etc. Mais nous avons des graines communes. On a des graines communes, en effet, on peut dire qu'il y a des graines qui germent, on en parle de karma collectif, dans le sens où on a des graines qui germent en même temps. Mm. Donc ce que dit Sainte Dalai Lama, c'est que un karma collectif, dans ce cas-là, on parle plutôt de l'effet, on parle du résultat. C'est pas le karma en tant que cause, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement accumulé les causes en même temps. Mais en tout cas, on éprouve des effets en même temps. Ouais. Donc, en effet, on peut avoir des rêves communs, etc. Pourquoi pas? C'est pourquoi c'est difficile de réfuter tout ça. Ouais. Oui, oui, oui. J'aime pas, si j'aide quelqu'un dans mon rêve, j'accumule pas de karma positif. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que il peut y avoir quelque chose de vertueux malgré tout. Mais quand on dit accumuler un karma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir une voie karmique complète. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intention particulière. Donc là, tu as une intention particulière, mais il faut aussi qu'il y ait un objet qui soit là. Et dans le rêve, il n'y a pas d'objet. Ok. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose de vertueux. Par exemple, le rêve, le sommeil, ce sont des facteurs mentaux variables. Ça veut dire qu'ils peuvent être vertueux, non vertueux, etc., en fonction d'une motivation initiale. Et donc, il peut y avoir des choses vertueuses qui se passent pendant le sommeil. Ça veut dire avoir l'intention d'aider quelqu'un, etc., pendant notre sommeil, pendant notre rêve. Mais ça ne va pas accumuler un karma pour autant. Oui. C'est les actes de volition et voulu. Enfin, il y a une histoire comme ça. Exactement, ça veut dire que c'est ce qu'on trouve dans le Lamrim. Il y a 4 possibilités entre un acte accumulé et un acte accompli. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en effet, pour qu'il y ait les deux, accumulés et accomplis, il faut qu'il y ait l'objet, la motivation, l'état d'esprit, la conclusion de l'acte, etc., etc. Il faut plusieurs ingrédients pour qu'il y ait une voie karmique complète qui engendrera nécessairement un effet. Et si la voie karmique n'est pas complète, ça veut dire qu'il n'y aura pas nécessairement un effet, c'est incertain. Dans ce cas-là, c'est indéfini. Mais il n'empêche que l'état d'esprit, à l'instant T, au moment du rêve, quand on veut aider quelqu'un, peut être vertueux.
il y a une vertu qui est là, mais elle n'est pas nécessairement accumulée. Oui, je comprends. Ouais. Merci, oui, oui, oui. Super, excellent. Très bien. Ok. Et donc, on est toujours avec cette vision de l'éléphant, page 98. Donc, il dit, il en va de même dans la réalité. Il n'y a pas d'objet extérieur. Il n'y a que vision de ces objets. C'est ce que veulent dire les yogacaras lorsqu'ils disent que le monde extérieur n'existe pas. Il y a l'apparence ou la vision des choses, mais ces choses n'existent pas en dehors de cette vision. C'est pour cela qu'ils disent que les choses ont la nature de l'esprit. Comment le prouver? Un des moyens est de jouer sur la question de savoir si je perçois les objets ou pas. Est-ce que je perçois ce verre ou pas? Ben, ce sont les questions qu'on s'est posées là. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on perçoit ce verre ou comment est-ce qu'on en est certain? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver qu'on perçoit ce rêve? Et donc, il y a un étudiant qui dit, à partir du moment où on dit que l'on voit un verre, c'est qu'il y a perception du verre. Et Geshe Dreyfus dit, je vois donc le verre. Mais ce verre existe-t-il quand je le vois ou avant que je le vois? C'est ça. L'étudiant dit, avant que je le vois, il n'existait pas pour moi. Avant que je le vois, il n'existait pas pour moi. Ok. Puisque le verre, tel que je le vois, existe au même moment que ma conscience, il n'est donc pas cause de ma conscience. Alors comment se fait-il que la conscience le voit? Donc c'est là où on voyait cette distinction entre les Sotrantika et Chittamatrin. Pour les Sotrantika, vous vous souvenez, on avait besoin de 3 conditions pour une perception. Ouais. On avait besoin d'une condition objectale, un objet lui-même, une condition dominante, qui est la faculté, et une condition antécédente, un moment de conscience antérieure, immédiatement antérieur. Et quand ces 3 conditions se réunissent, on a un effet, la conscience visuelle de cet objet. Ouais. Donc ça veut dire que la conscience visuelle de la tasse, c'est l'effet de la tasse. Parce que la tasse est l'une de ces conditions, l'une des causes de cette perception visuelle. Et donc, comme elle est une cause, elle doit préexister, elle doit exister avant la conscience visuelle qui l'appréhende. Et pour les Chittamatrin, ils vont dire non. On a une graine qui germe, et donc le sujet et l'objet apparaissent en même temps. Et donc, comme ils apparaissent en même temps, aucun des deux ne peut être cause ou effet de l'autre. C'est impossible. C'est-à-dire que même les Chittamatrin acceptent la causalité telle qu'on l'accepte ailleurs. Il faut que la cause existe avant son effet, nécessairement. Il n'y a que les Vaibhashika qui vont avoir des points de vue différents. Mais pour l'immense majorité des écoles philosophiques bouddhistes, ils vont accepter qu'une cause doit exister avant son effet. Mais là, la tasse existe en même temps que son effet, la conscience visuelle de la tasse. Et donc, si elle existe en même temps, elle ne peut pas être sa cause. Donc, on ne peut pas l'appeler condition objectale. Non, c'est la même entité. Exactement. Donc, on peut l'appeler objet observé ou ils vont dire migul en tibétain. Ils ne vont pas dire miken, ils ne vont pas dire condition objectale, mais ils vont dire objet observé. Dans ce cas-là, ça va. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de dire que cet objet existe avant la conscience. Ouais. Très bien. Ok. Donc il dit, l'école Sotrantika expliquait la perception par la causalité. Je vois le verre parce que le verre est la cause en moi de l'appréhension du verre. Mais si on pense que le verre coexiste avec la conscience, cette explication est fermée. Alors, quelle est la cause de la perception? Demande l'étudiant. Il dit, non, la cause de la perception n'est pas un problème, puisqu'on a dit c'est des graines, juste des graines qui germent. La question est de savoir si l'objet coexiste avec... La question est de savoir si l'objet coexiste avec la conscience ou pas. Et donc l'étudiant va dire en apparence. Oui, mais en réalité, demande Geshe Dreyfus, lorsque je perçois le verre, il y a perception du verre. Est-ce que le verre que je perçois existe au moment où je le perçois ou avant que je le perçoive? L'étudiant dit il existe avant. Et donc forcément, pour les Chittamatrin, ça pose question. Voilà. Comment est-ce que le verre peut exister avant qu'on ne le perçoive? Ben oui. Comment est-ce qu'on sait qu'il existe avant qu'on le perçoive? Comment est-ce qu'on sait que si par exemple on a notre tasse ici, et donc on la met ici de côté, on tourne la tête, comment est-ce qu'on sait qu'elle est toujours là? Ah, ben c'est l'image qui persiste. Oui. Oui.
Et cette image, on va dire que c'est peut-être un souvenir. Oui. Moi, est-ce qu'on est persuadé que notre tasse est toujours là, que quelqu'un ne l'aura pas prise pendant qu'on a le dos tourné? Moi, est-ce qu'on sait que quand on sort de notre chambre est toujours là, les livres sont toujours là, le lit est toujours là, etc. Et que soudainement, quand on entre dans la chambre, hop, ils reviennent. Pourquoi pas? On pourrait se poser ce type de questions. Comment est-ce qu'on en est sûr? Très bien. Oui, Donc ça lui, c'est toujours un problème. Hein. c'est On toujours un peut se problème. demander pourquoi, effectivement, quand on revient à la maison existe vraiment encore. Oui, c'est vrai. C'est pratique en tout cas. Oui, non, mais évidemment, mais je veux dire, ça pose question parfois, oui. Oui. Oui, parce que si on dit, en effet, si on dit que si on essaie de débattre avec un Chittamattra, ils vont dire en effet, voilà, la conscience et l'objet existent en même temps. Donc ça veut dire que quand on rentre à la maison est là parce que nous sommes là. Donc qu'est-ce qui prouve que la maison est là quand nous ne sommes plus là? Ok, donc on pourrait dire, ok, oui, mais la maison, au moment où on l'aperçoit, à nouveau, on rentre à la maison, elle est là, c'est parce qu'elle a sa continuité. Ça veut dire que la maison de maintenant, elle naît de la maison d'avant, de la maison d'avant, de la maison d'avant, etc., etc. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y aurait, la maison aurait une existence séparée de la conscience. Mhm. Ce matin, ils disent non, c'est comme dans le rêve, la maison n'existe pas en dehors du rêve, en dehors de la conscience qui l'appréhende. Il faut que la maison soit là quand nous sommes là, mais quand nous ne sommes pas là, est-ce que le chat qui est resté dans la maison se retrouve soudainement sans maison? Oui, et qu'est-ce qui brûle s'il y a un incendie quand on n'est pas là? Par exemple, par exemple. Imaginons, oui, je ne sais pas, qu'on ait laissé le robinet ouvert, par exemple, et il y a soudainement le premier étage qui est inondé, etc., etc. Donc, ça veut dire que tout ça, ça se passe sans qu'on soit là. Pourtant, et quand on arrive, hop, la maison est inondée. Soudainement, Et comme oui. ça, paf. Donc là, ça pose question. Ah oui, Et c'est carrément. toujours la même en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est toujours la même. En effet, il n'y a pas une chambre en plus, un parking en moins, etc., etc. Une piscine, trois piscines en plus, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est toujours à peu près la même maison, même si elle a changé, elle a évolué. Elle aura. C'est intéressant parce que du point de vue des mesures qu'on pourrait effectuer, une maison va changer. Ça veut dire qu'elle n'est pas toute neuve. Euh, Ah Elle non, devrait être toute neuve à chaque fois, sinon. voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'elle vieillit? Bah, les titamatins vont dire bah, ce sont les graines qui germent et qui font apparaître une maison un peu plus usée que la maison du premier jour. Oui, Et ils vont dire c'est simplement les graines qui sont responsables. La maison, elle n'y est pour rien. jusqu'au jour où elle disparaît, oui, c'est ça. Oui. Elle Et puis, si disparaît j'ai parce une que. photo, si la photo brûle, il n'y a plus rien. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont dire que les graines ont été épuisées. Les graines qui ont permis l'apparence de cette photo vont s'épuiser. Et non plus, puisqu'il n'y a plus de graines, il n'y aura plus l'apparence de cette photo. Donc c'est assez cohérent finalement. C'est assez cohérent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats entre les Chittamatras et les Madhyamika. Parce que il y a même eu comment dire, cette union des deux. Hein, si on regarde par exemple ce qui se passe du point de vue des Karmapa, par exemple, ou du point de vue à l'époque, ou du point de vue Nyingmapa, on verra en effet qu'il y a un petit peu l'union du Chittamatra et du Madhyamaka. Dans le sens où on ne peut pas vraiment. C'est très difficile de réfuter le Chittamatra. Parce qu'il faut vraiment trouver des contre-arguments qui tiennent la route, etc. Mais pour les Chittamatra, on va dire ok, vous, si vous êtes Madhyamika et que vous réfutez l'existence, euh, ou pardon, vous affirmez l'existence extérieure, les phénomènes qui seraient extérieurs à la conscience, comment est-ce que vous pouvez le prouver? Mais oui. Donc, on pourra dire à la rigueur sur la base des Écritures, mais sur la base des Écritures,
C'est difficile, on peut très bien dire oui, mais Acharya Vasubandhu a dit ceci, Acharya Nagarjuna a dit cela, etc. Mais d'accord, mais ils font autorité l'un comme l'autre. Donc, comment dire que les Écritures ont le dernier mot? C'est difficile, ça doit être la raison qui doit avoir le dernier mot. Mais comment est-ce qu'un Madhyamika réfute un Chittamatrin? C'est très difficile. Moi, j'aurais tendance à dire que, imaginons que, mais je ne sais pas si c'est un argument valable, mais imaginons qu'un poisson rêve qu'il est en train de nager juste à côté dans ma chambre. Comment ça se fait que je ne vois pas ce poisson-là? Parce que moi, je vois cette chambre comme étant une chambre, mais un poisson pourrait très bien voir une rivière en lieu et place de cette chambre. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas un poisson en train de nager devant moi? Pourquoi est-ce que tout est cohérent, parfaitement cohérent? Parce que dans le rêve, il n'y a pas vraiment de cohérence. Mais dans la réalité, il y a une certaine cohérence. Si on dit que tout est une apparence à l'esprit, pourquoi est-ce que soudainement il n'y aurait pas en effet l'éléphant dans le bureau de Bernard? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un éléphant persuadé qu'il est dans la savane africaine, etc. Et que sa savane africaine se trouve exactement dans le bureau de Bernard? Et donc, on devrait pouvoir voir cet éléphant-là, puisque le continuum des êtres existe. Le continuum des êtres en dehors de notre continuum doit exister. Sinon, pour qui est-ce qu'on obtiendrait l'éveil? Donc, si les autres êtres sont là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des êtres qui sont persuadés d'être dans leur monde alors qu'ils sont aussi dans le nôtre? Mais une réponse, ce serait de dire qu'il y a une certaine cohérence malgré tout. Un éléphant ne peut pas rêver d'être dans la savane, là où il y a le bureau de Bernard. Ou un poisson ne peut pas rêver que sa rivière traverse ma chambre. Mais pourquoi? Oui, puis si Dominique vient dans mon bureau, elle dira qu'il n'y a pas d'éléphant. Oui, exactement. J'espère même. Et elle se trompe, et elle se trompe. En tout cas, c'est intéressant de se poser ce type de questions-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la réalité? Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de rêver, etc. C'est intéressant de se poser au moins cette question-là. Ouais. Ok. Donc, on va voir page 99. Très bien, il nous reste du temps. L'ennui, dit Geshe Dreyfus, c'est que s'il existe avant, donc si le verre existe avant, il n'existe plus quand je le perçois. Exactement. Ça, c'était notre problème de de l'aspect, oui. C'est-à-dire que les Sotandika disaient, OK, il faut qu'il y ait un aspect pour qu'on puisse voir le verre en temps réel. Mais le verre, qui est la cause de notre conscience, au moment où l'effet advient, la cause n'existe plus. C'est ça qu'il dit. Il dit, il n'existe plus quand je le perçois. S'il existe en même temps, il n'est pas cause de la perception. Et il faut alors expliquer comment il est perçu. Donc c'est ça le problème, oui. C'est que le verre qui est vu pour les Chittamatrins n'existe pas avant la conscience qui le perçoit. Il existe en même temps. Mais s'il existe en même temps, il ne peut pas être la cause. C'est ça qu'on avait vu, hein, cette relation entre les phénomènes. Ça, c'est une relation causale, ça, c'est une relation de même entité. Ouais, l'un ou l'autre. Soit c'est une relation causale et l'un doit exister avant l'autre, soit c'est une relation de même entité et l'un doit exister avec l'autre. Ouais. Et donc, si le verre et la conscience du verre existent en même temps, l'un ne peut nécessairement pas être la cause de l'autre. Ça, c'est infaillible. Même les Chittamatrins vont accepter ça. Donc, la seule façon de dire comment il est perçu, c'est de dire que c'est la perception qui se produit et que le verre n'existe en tant que pôle objectif d'une perception. Et à ce moment-là, la perception s'explique très bien puisque le verre et la perception sont reliés l'un à l'autre en tant que même entité, puisque le verre n'est que le pôle objectif de la perception. Par contre, si le verre n'est pas le reflet objectif de la perception, le verre et la perception deviennent séparés et il est difficile d'expliquer la perception. Exactement. Très très bien. Et donc les Sotandika répondent en disant que la perception est le résultat du verre et que le verre n'existe plus quand la perception se produit. Et là, oui, c'est que cela contredit toute notre façon de voir les choses. La raison pour laquelle je joue de cette façon, c'est qu'au début, la position de Yogacara paraît incroyable. Dire qu'il n'y a pas d'objet extérieur est incroyable.
Si je dis cela, immédiatement me répond mon œil. Seulement, lorsqu'on se met à réfléchir aux raisonnements qui sont proposés, on voit que la position des Yogacaras est à certains égards intéressante. Elle a un certain pouvoir persuasif, car il semble qu'il y a une relation entre l'objet et la perception, puisque la perception est la perception de l'objet. Donc il faut qu'il y ait une relation entre ces deux. Si cette relation est une relation causale, elle suppose que quand la perception se produit, l'objet disparaît. Ce qui était la cause de cette perception doit disparaître, puisque la cause doit nécessairement exister avant son effet. Cela est évidemment fort ennuyeux. Une autre possibilité est que l'objet et la conscience coexistent. Et s'ils coexistent, à ce moment-là, ils ne peuvent plus être cause l'un de l'autre. C'est terminé. Une autre possibilité donc, est que l'objet et la conscience coexistent. Comment la conscience est-elle reliée à l'objet? C'est très simple. L'objet n'est que le pôle objectif ou le reflet objectif de la conscience. Je perçois le verre et le verre n'existe qu'en tant qu'objet de perception et non en tant qu'objet extérieur qui préexiste à ma perception. C'est une des réponses du Dharma Kirti. L'objet extérieur n'existe pas. Parce que s'il existait, il devrait être la cause de la perception et lorsque je percevrais quelque chose, cet objet aurait déjà cessé d'exister. Ouais. Très bien. Comme l'objet et la conscience doivent coexister, ils ne peuvent qu'être de la même nature, puisque coexister, la coexistence réfute la causalité. Ouais. Ça, c'est impossible. Deux phénomènes qui coexistent ne peuvent pas être cause l'un de l'autre. Donc, ce qui veut dire que l'objet n'est que le reflet objectif de la conscience, tout le monde extérieur n'est que le reflet objectif de la conscience. Maintenant, la question est de savoir quelle est la cause de la perception. La cause de la perception, elle est en nous. C'est nous qui sommes la cause de la perception. Plutôt, ce sont les tendances, les graines, les empreintes qui sont en nous, qui se réveillent et qui produisent les perceptions. Très bien. Ça, c'est intéressant. Et donc là, il y a une question sur ces graines, justement. Il y a plusieurs types de graines. Il y a la graine du soi, la graine de type similaire qui permet justement de voir cette maison qui est similaire à cette maison qu'on a vue hier, etc., etc. Ce sont des graines de type similaire qui font que les objets ont quand même une certaine cohérence. Ce n'est pas une maison totalement différente de celle qu'on avait hier. C'est quand même quelque chose de similaire. Et la graine du soi, comme on l'a dit, la graine de l'ignorance, il y a différents types de graines, les graines des afflictions, etc., etc. Très bien. Donc ces graines sont simplement des potentialités que nous avons en nous pour produire différentes expériences. Et ces potentialités sont réveillées à différents moments. Elles sont elles-mêmes créées par des expériences précédentes, ainsi que par des actions précédentes. Donc là, on pourrait aussi trouver une forme d'argument, se dire qu'en effet, on a des graines de type similaire, mais quand on perçoit pour la première fois un objet totalement nouveau, là, est-ce que ça peut venir d'empreintes issues du passé? Il y a cette explication. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on voit un animal qu'on n'avait jamais vu avant, etc., qui est tellement différent de ce qu'on avait vu avant, ou une espèce de fleur, etc., qu'on vient juste de découvrir, etc., qu'on n'avait jamais vu avant. Ou une Est-ce que ça veut fusée. dire qu'on a... Ouais. Une fusée ultramoderne qui vient d'être... Oui, ben, ça peut être que des traces antérieures, c'est pas dans leur système. Oui. Donc ça veut dire que cette fusée existait par le passé. Peut-être. Ouais. Peut-être dans des vies passées, dans d'autres univers. Ah oui, dans leur système, c'est comme ça que ça peut être interprété. Oui, exactement. Puisqu'il n'y a pas de début, justement. Il n'y a pas de début, ouais. Shinpa, ce sont les premiers, les Yogacaras, à parler des graines, des potentialités, des graines karmiques? Alors, ce ne sont pas les premiers, mais chez eux, ça a un rôle très important. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que on avait déjà, chez les Sautrantika, on avait déjà des potentialités. Ils parlent déjà de graines, par exemple, quand ils disent que on s'endort, nos consciences visuelles, auditives, etc., sont sous forme de potentiel, sous forme de graines. Ouais. Quand on se réveille, ces graines germent et on a à nouveau ces consciences visuelles, auditives, etc. Et aussi par rapport à la nature de Bouddha, ils vont dire que la nature de Bouddha, chez les Sautrantika, ils vont dire que c'est Sarme Sangyenupa. C'est la potentialité pour les consciences non contaminées.
Donc, potentialité égale graine, ouais. Ouais. Chez les Chitamatrins, ça joue un rôle d'autant plus important parce que c'est ce qui explique qu'on a justement toutes ces perceptions en dehors de phénomènes qui existeraient à l'extérieur. Ouais. Et aussi, chez les Chitamatrins, les graines sont très importantes pour la nature de Bouddha aussi. On va dire que Oui. il y a les tendances, les graines, etc. C'est ce qui fait qu'on va se diriger vers l'éveil, etc. Donc c'est très important aussi pour eux. La nature de Bouddha est impermanente pour les Chitamatrins en particulier. Oui. Alors que pour les Madhyamika, ça va être différent. Donc ces graines sont très très importantes puisque c'est ce qui fait qu'on a toute notre existence, nos samsaras, et même l'éveil, tout ça est permis par les graines. Alors que les Sautrantika vont dire les objets extérieurs, c'est pas des graines, c'est des formes. Par exemple, les sons, les plantes, les formes visuelles, auditives, olfactives, tout ça, c'est des formes. C'est de la forme, c'est de la matière, etc. Donc, ça ne peut pas être des graines. Mais bien sûr, les Chitamatrins vont dire qu'une plante non plus n'est pas une graine, parce que c'est de la forme, c'est quand même de la forme. Mais l'apparition de cette forme est due à une graine. Ouais. Alors que les Sautrantika vont dire que pour qu'il y ait une plante, en effet, il a fallu qu'il y ait une graine au début, mais ce n'est pas une graine qui se trouve dans la conscience, c'est pas la même chose. Oui. Donc c'est intéressant. Ouais. Très bien. Donc les graines karmiques, tout ça, c'est accepté partout en fait. Hein. Chez les Vaibhashika, c'est un petit peu plus compliqué. Chez les Vaibhashika, on parlait de qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Chumisawa. Ils vont dire que c'est un petit peu comme un contrat qu'on passe quand on accumule un karma, on signe un contrat, etc. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça ne se perd pas tant que l'effet n'advient pas. Ils ne vont pas nécessairement parler de graines, mais malgré tout, ils vont parler de facteurs composés. Facteurs composés non associés. Quand ils vont parler de c'est ce qu'on appelle une obtention. Quand on a accumulé un karma, on va dire qu'on a un top en tibétain, une obtention. On obtient un nouveau karma, etc. Et donc cette obtention fait partie des facteurs composés non associés. Mais chez les Sautrantika, Chitamatrins, etc., ils sont plus, comment dire, affirmatifs en disant oui, ces obtentions, etc., ces graines karmiques, c'est des graines. Ils vont dire plus explicitement, c'est des graines. Ok, très bien. Donc ces graines sont simplement des potentialités que nous avons en nous pour produire différentes expériences, et ces potentialités sont réveillées à différents moments. Elles sont elles-mêmes créées par des expériences précédentes, ainsi que par des actions précédentes. Lorsque j'ai fait une action, je crée un karma. Lorsque cette action cesse, elle laisse une potentialité qui produira un effet. Très bien. Donc la perception, tout ce que nous voyons, est également le résultat de toutes ces graines que nous avons produites au cours de temps immémoriaux et qui se réveillent pour produire ces expériences, puis retournent à l'état latent pour à nouveau se réveiller plus tard, etc. Il s'agit d'une explication de la perception par la causalité intérieure. Nous voyons les choses en raison des différentes dispositions que nous avons en nous. Et donc, ils vont prendre aussi cet exemple justement de la perception des différents êtres. Ils vont dire par exemple un esprit avide voit un verre d'eau comme étant des matières repoussantes, etc. Un déva ce verre d'eau comme étant du nectar, de félicité, etc. Un être humain va voir de l'eau potable et un animal pourrait voir son environnement, par exemple une bactérie ou un poisson verrait ça comme étant son environnement. Et donc, ils vont dire justement que c'est grâce à leurs potentialités diverses et variées qu'il y a ces différents types de perceptions. Qu'il n'y a pas de l'eau en soi et par soi, de son côté, en dehors de la conscience qui l'appréhende. Ce n'est l'eau parce que c'est uniquement de l'eau parce que nous voyons ça comme étant de l'eau. Alors, ça va être du nectar. Ouais. Oui, Donc, c'est comme ça qu'ils vont prouver justement qu'il n'y a pas de phénomène à l'extérieur de la conscience. Les Madhyamika vont employer le même exemple. On le trouve dans le Madhyamaka Vatara d'Acharya Chandrakirti. Cet exemple du verre d'eau, etc. Mais les Madhyamika vont l'appréhender différemment, vont l'interpréter différemment. Ouais. Excellent, très bien. Et ben, c'est super. En tout cas, bravo, bravo. C'est magnifique. Donc, on va faire germer ces graines à nouveau pour la semaine prochaine, vendredi prochain.
Donc, on va essayer de vous poser la question pendant cette semaine, comment est-ce que les choses vous apparaissent? Est-ce qu'elles existent à l'extérieur de votre conscience? Si elles existent à l'extérieur de votre conscience, comment êtes-vous sûr qu'elles continuent d'exister quand vous n'êtes pas là? Etc., etc. C'est intéressant de prendre le regard de ces différentes écoles et donc d'avoir un regard de plus en plus raffiné, etc. Et d'observer le monde avec les yeux d'un Chittamatra, ça peut être intéressant. Et surtout par rapport à nos relations. Dans le sens où quand on est avec d'autres personnes, forcément, il peut y avoir des difficultés parfois, il peut y avoir... et donc, on peut se dire finalement, mais c'est juste une perception que j'ai, c'est une projection que je fais sur ces personnes-là. En réalité, est-ce que cette personne est vraiment telle que je l'aperçois ou pas? Ça, c'est intéressant. En tout cas, bravo, merci mille fois. Et donc, cet après-midi, il n'y a pas les débats, ce sera le 15. Ah bon. Oh, alors on est libre alors. Oui, vous avez quartier libre. Et on se retrouve vendredi prochain à la même heure pour les deux vérités. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À plus. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.